Bonjour, nous allons attendre encore quelques minutes le temps que tous les invités se connectent. Rendez-vous dans quelques minutes. Bonjour, nous attendons toujours que les personnes, que l'ensemble des personnes se connectent. En attendant, je vous invite à réfléchir à quelques questions que vous pourriez avoir pour cette présentation. À tout de suite. Bonjour à tous, nous allons donc démarrer ce webinaire Piloter vos programmes de transformation. Ce webinaire est prévu pour une durée de 40 minutes et nous vous invitons à poser toutes vos questions via la fonctionnalité disponible dans votre navigateur et nous répondrons à toutes ces questions en fin de webinaire. Bien évidemment, vous pouvez adresser toutes ces questions au fur et à mesure et encore une fois, nous y répondrons tout à la fin. Donc aujourd'hui, ce webinaire est animé par Jean-Bernard Ada, CA Pre-Sales, et par moi-même, Richard Bouchereau, directeur conseil chez ISPA Consulting. Alors en quelques mots, et pour commencer, une brève et rapide présentation d'ISPA Consulting. Donc ISPA Consulting est leader du conseil et de la gouvernance de portefeuille de projet et du pilotage. Nous sommes partenaires de CA depuis 2001. Particularité d'ISPA Consulting, c'est que nous avons désormais 17 ans d'expérience. Nous rassemblons 90 professionnels. Nous exerçons 4 métiers, des métiers qui tournent autour du conseil, autour de l'intégration, de la formation et de l'externalisation, au sens nous sommes en mesure d'assurer des tierces maintenances applicatives sur l'application CA-PPM. Nous sommes partenaires, comme je le disais, de CA de longue date. Notre particularité réside aussi dans le fait que nous avons une double expertise. Nous abordons à chaque fois
l'accompagnement chez nos clients avec deux regards, un regard plus organisation, processus et humain, et un regard outillage avec une solution comme CAPPM. Et enfin, nous avons une entité dédiée à la formation et à la conduite du changement qui s'appelle ISPA University. Depuis 2017, ISPA a créé le groupe Novéane. Le groupe Novéane, aujourd'hui, c'est 15 millions d'euros, c'est 130 collaborateurs, et ce groupe est constitué de 3 sociétés, donc ISPA Consulting que je viens de détailler, la société Aerial qui va travailler pour conseiller les entreprises dans leur programme de transformation, et la société ISPA Solutions qui va travailler plus sur l'automatisation des activités de l'entreprise. En conclusion, ISPA va vous accompagner, par exemple, pour transformer, mettre en place votre PMO et de A à Z, donc en démarrant dès le départ avec toutes les problématiques d'organisation de ce PMO jusqu'à l'outillage de ce PMO et l'animation de ce PMO. Je vais désormais passer la parole à Jean-Bernard pour vous présenter la société CA Technologies. Oui, bonjour à tous. Donc un mot sur CA Technologies. Donc nous aidons nos clients à identifier des axes d'innovation, des sujets innovants et surtout à accélérer leur time to market. Donc depuis la conception d'une idée, d'un investissement initial jusqu'à sa réalisation. Donc pour cela, nous avons trois grands piliers, un pilier agile, un pilier DevOps et puis un pilier sécurité. Aujourd'hui, dans le sujet qui nous concerne, on va se focaliser sur l'aspect agile et plus particulièrement sur la phase de planification de ce cercle vertueux. Donc il y a 3 grands sujets stratégiques qui sont adressés au travers de la planification. Un premier sujet qui est un sujet autour de la gestion de projet traditionnelle, donc avec des fonctions de gestion de projet traditionnelles qui vont être renforcées au niveau de la solution. Il y a un aspect adaptif. Alors adaptif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va proposer à chaque métier de l'entreprise une interface qui va être adaptée à ses besoins et qui va lui permettre de gérer et d'effectuer son activité de façon optimale. Donc on pense évidemment aux chefs de projet, mais pas uniquement aux chefs de projet techniques, également aux chefs de projet métiers, également aux gestionnaires de ressources, aux contributeurs individuels, également aux métiers de PMO. Donc tous ces métiers qui finalement cohabitent vont pouvoir avoir une interface qui va être adaptée et optimale par rapport à leur activité. Le troisième point, c'est le point de l'agilité. On sait aujourd'hui que dans le secteur dans les différents secteurs d'activité, l'agile est extrêmement présent. Il y a de nombreux projets qui sont adressés à la fois en méthodologie agile et également certains types de projets qui peuvent être adressés en méthodologie traditionnelle. Et on va avoir besoin, l'objectif va être réellement de gérer tout type de projet et d'avoir une vision consolidée au niveau gouvernance de l'ensemble des indicateurs de ces projets. Donc quand on parle d'indicateurs, on parle notamment d'une consolidation au niveau de l'analyse financière, on parle d'une vision stratégique consolidée, et puis on peut avoir certains types de projets où on va devoir mixer les modes d'engagement, donc ce qu'on appelle des projets de type hybride, où on peut avoir certaines activités du projet qui vont être gérées en méthodologie classique, traditionnelle de type waterfall, et d'autres en méthodologie plus agile. Donc avec différentes méthodes, notamment nous connaissons le framework SAFe, il y a différentes méthodes, il y a Scrum, Kanban, etc., XP, donc on va être capable de mettre en œuvre des projets agiles en fonction des méthodes qui sont retenues par nos clients. Merci Jean-Bernard. Donc pour parcourir ce webinaire, nous allons finalement essayer de comprendre dans un premier temps pourquoi les entreprises se lancent dans les programmes de transformation. Ensuite, nous verrons quelle gouvernance est mise en place pour la gestion de ces programmes de transformation. Et enfin, on analysera l'impact sur les démarches projets. Durant tout ce webinaire, on alternera entre concepts théoriques et pratiques avec démonstration de la solution CAPPM et comment une solution comme CAPPM peut supporter ces programmes de transformation. Donc finalement, si on démarre par pourquoi se transformer? Alors en fait, les entreprises, depuis quelque temps et encore aujourd'hui, se lancent dans des grands programmes de transformation, c'est parce qu'elles sont poussées par la nécessité d'innover.
Alors il faut innover pour survivre. On peut regarder un petit peu dans le rétroviseur et s'apercevoir que des grosses sociétés telles que Kodak, Sony, BlackBerry, qui étaient très notables dans les années 80, ont progressivement décliné. Si on prend une société comme Kodak, il est quand même très très étonnant de remarquer que, alors qu'ils disposaient dans leurs équipes de l'inventeur du premier appareil photo numérique, Steven Sasson en 1975, Kodak n'a pas du tout su s'adapter à la vague du tout numérique et s'est fait doubler sur l'émergence de l'appareil photo numérique. Si on prend BlackBerry, ils étaient très très forts dans la téléphonie mobile d'entreprise et aujourd'hui ils ont été complètement surclassés par des marques comme Apple et notamment avec son iPhone. Donc il faut absolument innover pour survivre. Maintenant, une fois que l'on souhaite innover pour survivre, ce qui va être surtout important, c'est aussi d'innover très vite. L'innovation très vite, c'est être capable d'avoir un time to market très très court et être en mesure de se positionner très très vite comme un leader ou un acteur prépondérant du marché. Si on reprend un autre exemple, Hilton a mis 93 ans à fournir et à proposer à ses clients des nuits pour un équivalent de 600 000 chambres. Airbnb, nouvel entrant, lui a mis à peine 3 ans pour atteindre ce même chiffre de 600 000 chambres. Et donc on voit très bien que la clé de l'innovation, c'est être très très vite, très très agile, et ça nécessite forcément de s'en transformer, mais surtout se transformer et savoir gouverner cette transformation. Alors, quand on parle de gouvernance d'un programme de transformation, finalement on s'appuie sur deux choses. C'est bien évidemment une stratégie, mais aussi des règles de gouvernance. Alors, il faut définir sa stratégie de transformation. Ça, tout le monde en est d'accord. Cette stratégie, elle est absolument indispensable. Vous n'aurez que très peu de chances d'innover si vous n'avez pas défini proprement cette stratégie. Néanmoins, cette stratégie indispensable, elle doit être très ciblée et jalonnée d'ambitions très concrètes. Donc, au sens, vous devez savoir qui vous allez adresser dans cette transformation. Des exemples de cibles, c'est par exemple, très souvent, bien évidemment, votre client final. Donc votre client final, c'est mieux le connaître, mieux l'accueillir, mieux le servir, savoir à qui l'on parle, connaître son parcours de client avec votre société. Les ambitions et les cibles sont aussi orientées vis-à-vis de vos propres employés. Donc, comment vous les aidez à monter, notamment sur tous les aspects digitaux aujourd'hui. Comment vous leur proposez des formations en ligne et moins des formations académiques. Comment vous pouvez simplifier leur travail au quotidien. Et puis des ambitions, par exemple aussi, orientées IT, avec la rénovation de vos infrastructures pour être beaucoup plus agile et pouvoir vous adapter très très vite à un marché qui avance très fort. Et ça, c'est ce que l'on constate, nous, chez de nombreux clients, donc des clients qui lancent de très très gros projets de transformation, des vrais programmes de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années, 3 à 5 ans. Et en fait, le point commun chez tous ces clients, c'est qu'effectivement, ils ont choisi de définir quelques ambitions très précises en s'adressant à des cibles parfaitement identifiées. Et l'autre point, c'est qu'ils vont chercher en permanence à obtenir de la valeur ajoutée. Donc on parle d'un programme de 3 à 5 ans, mais ils ne vont pas attendre 3 à 5 ans pour obtenir une valeur ajoutée. Ils vont chercher sur des ordres de grandeur du mois d'obtenir à chaque fois de la valeur ajoutée pour chacune des cibles et des ambitions qui ont été identifiées. Et enfin, je le disais, le client doit être en permanence replacé au cœur de cette stratégie d'innovation. On fait des choses pour des clients, que ce soit des clients comme vous et moi, mais aussi vos clients internes, vos partenaires, vos employés. Quand on parle des règles de gouvernance, rien ne sert de courir. La stratégie, comme on le disait, c'est quelque chose de simple. Donc on doit travailler sur un nombre d'ambitions et de programmes assez réduit. Ensuite, on déclinera tout ceci, bien évidemment, en une multitude de projets et de programmes. Mais par contre, ce qui est important, c'est de placer, par exemple, des PMO au bon niveau. Donc, bien évidemment, vous allez placer des PMO pour piloter globalement vos programmes de transformation. Et ensuite, au sein de chaque projet, programme, vous aurez aussi les PMO qui aideront à piloter concrètement chacun des projets, programmes.
Il n'est pas rare, par exemple, et nous avons un client aujourd'hui, un grand groupe hôtelier, qui a travaillé sur 3 ambitions, qu'il a déclinées en 8 programmes, et il a choisi de placer une cellule PMO au niveau stratégique pour le pilotage global de la transformation, et ensuite des PMO par programme. Le client qui est au cœur de la démarche d'innovation, c'est vrai que c'est toujours une question qu'on se pose. Comment on fait pour échanger avec le client final? Quand on est une DSI, comment on se tourne vers le client final? Et comment on intègre ce feedback du client final? En termes d'exemple, si on prend des sociétés qui font de la R&D, des industriels de la R&D, donc on pourrait citer par exemple Danone, eux, c'est simple, ils font venir des consommateurs pour tester les yaourts. Et très très vite, ils savent si c'est bon ou si c'est pas bon et ce qu'ils doivent changer dans leurs recettes. Quand on va travailler avec des sociétés comme Givaudan qui travaillent plus sur des arômes, sur des parfums, mais là on va faire venir des personnes en laboratoire, là encore pour sentir, pour faire un test en machine à laver avec du linge et en sortie de la machine à laver, percevoir la texture du linge, percevoir l'odeur et se rendre compte si tout va bien. Quand on est dans de l'IT, c'est peut-être un peu plus difficile. Néanmoins, certaines banques, aujourd'hui, n'hésitent pas à faire venir leurs clients pour tester leur nouvelle application bancaire et s'assurer qu'elle réponde parfaitement aux besoins de leurs clients. Je propose de continuer. Finalement, quand on veut réussir sa transformation, c'est être capable de réussir 3 enjeux. Et réagir à certains impacts de cette transformation digitale. Le premier impact, c'est le time to market. On le disait tout à l'heure, il faut être très rapide sur la sortie d'un produit. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à tuer des initiatives si on est trop tard sur sa mise sur marché, sur sa mise en production. Nous avons récemment certains exemples, notamment chez Orange, où Orange a voulu sortir sa carte bancaire et son système de banque, et finalement a décidé de retarder le lancement, puisque la valeur ajoutée qu'ils allaient produire n'était pas au rendez-vous, et il resterait de toute façon inférieur aux offres proposées par les concurrents du milieu. Il faut tenir compte aussi de la maturité de vos équipes. Tout le monde n'avancera pas à la même vitesse dans vos équipes, et quand on est dans un mode un peu plus agile, un peu plus orienté time to market et valeur ajoutée, il va falloir combiner les différents savoir-faire, les différentes maturités des interlocuteurs. Et ça, par exemple, ça s'organise aujourd'hui de plus en plus, donc Michelin, la BNP, le groupe BPCE, travaillent de plus en plus en squad team, qui sont des équipes mobilisées, tout orientées vers un résultat et pluridisciplinaires. Et ça, c'est embarquer avec vous des gens qui ont des maturités différentes, qui ont des expériences différentes, mais tout le monde orienté vers un seul objectif qui est le succès. Et enfin, se transformer, c'est pas non plus tout jeter. Vous avez un héritage, vous avez des choses qui existent, et donc il va falloir cohabiter avec ces éléments. Et donc les enjeux qui sont autour de tout ça, finalement, c'est être capable de trouver le juste niveau de pilotage, donc doter les individus des bons outils, des bonnes solutions pour travailler, et vous, ne pas perdre votre temps sur beaucoup d'administratifs. On pourrait citer par exemple des empilages dans des programmes de fonctions de PMO, de Project Management, qui au final représentent 10 à 15% de surcoût sur votre projet. Et si on avait trouvé le juste niveau de pilotage, on aurait pu diminuer ces coûts de pilotage, et ces coûts de pilotage auraient pu être transformés en coûts pour apporter beaucoup plus de valeur à nos clients. Il faut monter en puissance rapidement, donc via les équipes pluridisciplinaires que vous montez, vous allez très très rapidement être en mesure de délivrer de la valeur. Et enfin, et surtout, il faut absolument challenger toutes vos initiatives et tout ce que vous entreprenez par des business cases très bien ficelés, où en permanence, on s'intéresse à mesurer la valeur qui va être produite. On parle légèrement et très rapidement du cas du CDO, qui est la fonction émergente aujourd'hui dans les organisations. Et le CDO, bien évidemment, c'est celui qui fait la jonction entre je porte une vision et j'aide ou j'apporte aussi des éléments technologiques pour orienter la société vers les bons objectifs. Je vais repasser désormais la parole à Jean-Bernard pour qu'il vous montre comment dans une solution comme CAPPM, on est capable de faire ce pilotage stratégique des ambitions, des cibles et des programmes de transformation. Oui, merci Richard. Donc effectivement, on a bien compris cet aspect transformation, le fait d'accélérer le time to market. Et comme tu l'as bien expliqué, le fait d'avoir un juste degré de pilotage au niveau des investissements.
Alors pour autant, on voit que la gestion de projets classiques, traditionnels, la gestion de planning traditionnelle, elle se focalise généralement plus sur une approche opérationnelle de l'activité. Donc on parle plutôt d'approche bottom-up, enfin, du bas vers le haut. Et ça a finalement pour effet de proposer une vision consolidée lorsque l'ensemble des détails présents au niveau des projets peuvent être remontés et consolidés à un niveau plus stratégique. Donc la fonction roadmap, qui est une fonction extrêmement différenciatrice au niveau de la solution, elle va permettre de dessiner, en fait, d'esquisser les différents sujets, les différents thèmes que l'on veut adresser, de définir très facilement des axes d'investissement stratégiques et de façon aussi intuitive, et ensuite de pouvoir analyser finalement son portefeuille d'investissement par rapport à ces axes stratégiques choisis. Et finalement, ça va permettre d'avoir une vision beaucoup plus profonde et beaucoup plus complète et beaucoup plus globale de nos investissements afin de les prioriser. On n'est plus sur une priorisation à 1, 2 ou 3 comme on peut le voir ou on pouvait le voir dans le passé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça va donner finalement une vision globale, une big picture au niveau des investisseurs, et ça va permettre finalement de classifier, d'organiser nos investissements de façon optimale. C'est simple, c'est efficace et c'est surtout très puissant. Alors je vous propose de passer à la démonstration et de voir cela en image. Voilà. Donc là, je me connecte à la solution. Ce que je vais faire, je vais aller dans la fonction roadmap. Nous allons créer une nouvelle roadmap. Donc on va créer une roadmap stratégique, par exemple. D'accord. Je crée la roadmap. Donc, une fois qu'on a créé la roadmap, par défaut, elle est vide. Ce qu'on va commencer par faire, on va définir au niveau des swimlines, on va définir des critères. Donc je peux par exemple choisir les différents domaines d'activité de ma roadmap. D'accord. Et puis dans ces domaines-là, je vais prendre un premier domaine qui va être le domaine sales. Voilà, on va prendre un domaine marketing. Et puis on va prendre un domaine product, par exemple. Voilà. On va choisir une couleur pour le sales, on va choisir une couleur pour le marketing, et puis on va choisir une couleur produit. Voilà. Et donc, une fois que j'ai défini mes différents axes, je vais pouvoir choisir au niveau de ma swimline les différents domaines donc, qui apparaissent maintenant à l'écran. Je vais commencer par créer un premier investissement. Par exemple, sur la partie produit, on va créer voilà, un investissement de type live chat, par exemple. Je peux créer un second investissement API. Et puis un troisième, on va créer par exemple website design. Voilà. On peut en créer un quatrième par exemple. Alors, effectivement, ça c'est plutôt du marketing, c'est plutôt du sales. Donc on va le déplacer, on va le mettre côté sales. Et donc, on va pouvoir comme ça constituer et créer notre propre roadmap. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut basculer très facilement d'une vision roadmap vers une vision plutôt sous forme de grille, donc qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir côté Excel. Et donc, dans le cadre de la démonstration, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est créer un certain nombre de lignes. Et puis, très facilement, donc par simple copier-coller, je vais pouvoir rajouter l'ensemble des investissements. Si je rebascule maintenant sur ma vision roadmap, à ce moment-là, je vais pouvoir visualiser ces différents investissements et donc je vais pouvoir ensuite les organiser dans les différentes sections. Voilà, donc ça c'est plutôt, on va dire plutôt du sales, ça c'est plutôt du produit. Donc je vais pouvoir déplacer l'ensemble des investissements. Je peux choisir par exemple de baisser voilà, donc campagne. Donc là, effectivement, les investissements, on peut les raccourcir ou les allonger en fonction de notre... Voilà, on peut faire une analyse de tendance côté marketing. Et puis, upgrade plateforme va être côté produit. Et puis, engage key hires, peut-être côté sales. Voilà, donc là, j'ai défini ma première vision de ma roadmap, qui est finalement une vision
sur 3 axes, donc sales, marketing et product, avec l'ensemble des investissements. Je vais avoir la possibilité également de colorier cette roadmap par rapport à ces différents domaines. Donc là, on retrouve les domaines, les domaines sales, marketing et product qui ont chacune une couleur qui leur a été adressée. Ce qu'on peut très facilement faire également, c'est dire on va pouvoir définir des champions ou des sponsors sur l'ensemble de ces investissements. Donc je peux basculer par exemple sur une vision de type Kanban, et dans cette vision Kanban, je vais définir mes colonnes de champions. Donc on va rajouter voilà, champion, et donc je vais définir Richard par exemple. Voilà, on va prendre Sophie, et puis moi-même. Ok, et donc là, on va choisir une couleur. Richard aime le bleu. Alors ça fait un peu cliché, hein, Sophie violet, et puis moi, je vais prendre le orange. Et donc à ce moment-là, lorsque je vais choisir ma colonne de type champion, je vais prendre l'ensemble de ces investissements et définir pour chacun de ces investissements. Alors Richard, on va le mettre plutôt sur une activité plutôt sales, par exemple. Sur la partie technique, je vais prendre par exemple cette partie-là. Et donc on va faire l'association, Sophie sur la partie plutôt marketing. Et puis voilà, donc, de cette façon, on va associer les différentes... voilà. Voilà. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ça, ça va me permettre très simplement de dire maintenant, par rapport à ma roadmap, mon axe d'analyse, je vais vouloir visualiser mes investissements, cette fois-ci, par rapport aux sponsors de ces investissements. D'accord ? Donc on voit comment très facilement on peut construire notre roadmap. Cette roadmap-là, je vais pouvoir également facilement basculer sur une vision plutôt sous forme de grille. Et cette fois-ci, je vais pouvoir même sélectionner les champs qui m'intéressent. Donc par exemple, je peux choisir le ROI, on ne va pas le mettre pour l'instant. Je peux rajouter le domaine, puisqu'on a mis le domaine. On a choisi un champion, donc je rajoute mon champion. Et puis je vais pouvoir, par exemple, déplacer les différentes colonnes. Voilà. Voilà. Et donc là, je peux voir mes investissements. Voilà. Organiser, on va les trier par exemple par domaine. Je peux voir les différents champions sur mes domaines. Et j'ai également des informations en termes d'OPEX, CAPEX, et puis de bénéfices que je vais pouvoir rentrer directement depuis la grille, donc de façon simple. Si je me mets en clavier numérique, ce sera plus facile. Voilà. Et donc, je vais pouvoir rentrer l'ensemble de ces informations directement à la volée. Alors, ce qu'on fait généralement, alors là, dans le cas de la démonstration par rapport au délai, j'ai prévu déjà un certain nombre de données, donc on peut effectuer effectivement un copier-coller depuis un fichier Excel au niveau de l'application. Et donc, je peux maintenant visualiser finalement chacun de mes investissements avec l'OPEX, le CAPEX, le coût total, ce qui va me permettre de définir des indicateurs. Donc, je peux choisir par exemple mon indicateur CAPEX, voilà, OPEX. Et donc là, je vais pouvoir définir les différentes jauges. Donc, en termes de CAPEX, par exemple, on peut choisir 500 000, admettons, pour ma roadmap. Et puis en termes OPEX, je vais choisir par exemple 800 000. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir choisir mes investissements. Alors là, on va le faire de façon simple. On va tous les choisir, tous les retenir, et je vais voir comment mes investissements impactent ma capacité de réalisation. Et cette représentation-là, on va pouvoir l'avoir soit de façon simple, sous forme de fichier, sous forme de grille, mais on peut également l'avoir sous forme de roadmap. Donc je vais pouvoir aussi, au niveau de ma roadmap, cette fois-ci, avec ma vision par rapport à mes différents sujets et puis les sponsors de ces sujets-là, je vais choisir mes indicateurs. Donc on parlait de capital cost,
operational cost, par exemple. Et puis on peut choisir par exemple le total cost. Donc mes indicateurs vont me permettre d'avoir une représentation sur l'ensemble de ces sujets avec une vision consolidée par domaine d'activité. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir travailler au niveau de cette fonctionnalité de roadmap. Je peux prendre ce scénario-là et dire ce scénario-là, je vais le sauvegarder et ça va être par exemple pour moi une baseline de ma roadmap stratégique. Et je peux également dire je vais maintenant choisir de définir par exemple, si je le souhaite, des dépendances entre différents investissements. Voilà. Alors, je peux choisir celui-ci. Voilà. Et puis donc là, je crée quelques dépendances. Et je peux aussi, si je le souhaite, déplacer un petit peu les différents investissements. Voilà. Je peux sauvegarder ce scénario en mettant, c'est un scénario 1. Je peux supprimer, si je le souhaite, certains investissements, soit sur des critères, de choix au niveau de ma roadmap, soit par rapport à ma grille, identifier que certains investissements ne retiennent pas mon attention. Je peux carrément, si je le souhaite d'ailleurs, supprimer telle ou telle ligne et voir l'impact que ça va avoir en termes d'indicateurs et également au niveau de ma roadmap. Voilà, donc ça va me permettre de créer finalement autant de scénarios que je le souhaite. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est comparer ces différents scénarios. Donc pour chacun des scénarios, je vais pouvoir dire, je compare le scénario 1 avec le scénario 2, je vois les changements qui sont opérés entre ces différents scénarios, ou avec ma vision de référence, et je peux voir les écarts qu'il y a entre les différents scénarios. Je peux également choisir d'afficher si pour certains scénarios des suppressions ont été effectuées. À ce moment-là, je vais pouvoir le visualiser à ce niveau-là, au niveau de ma roadmap. Donc ça va me permettre finalement de comparer différents scénarios, de définir mes axes stratégiques, mes axes de sélection et d'arbitrer sur les investissements qui vont être les plus adaptés par rapport à la stratégie de mon entreprise pour faciliter le time to market. On va passer sur la présentation. Voilà. Merci beaucoup Jean-Bernard pour cette démonstration de cette nouvelle fonctionnalité de road mapping dans CAPPM qui nous démontre comment on est capable de piloter un programme de transformation et de gérer les différentes ambitions qui en découlent. Alors au-delà de ce pilotage traditionnel que l'on retrouve forcément dans ces programmes de transformation, comme je disais, on va faire cohabiter différents modes de pilotage. Un autre mode de pilotage, c'est finalement le pilotage par le résultat. Et ça, c'est un peu nouveau et c'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus dans les organisations. Et ce qui explique aussi notamment qu'en termes d'organisation, on va mettre en place des PMO programmes pour gérer ces transformations et des PMO projets qui, eux, seront en contact quotidien pour piloter les différents projets par le résultat, aider à piloter les projets par le résultat. Alors, la qualification du projet est bien évidemment très importante via une phase de préparation. Ça, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce qu'on va demander, comme on l'a un peu expliqué auparavant, à s'engager sur un business case. Et le mot qui est présent ici, c'est bien l'engagement. Le chef de projet, il va devoir démontrer la valeur ajoutée qui va être produite par un projet, donc son ROI. Et s'il n'arrive pas à démontrer ça, il n'aura pas d'enveloppe budgétaire ou de budget qui lui sera alloué pour réaliser son projet. Et à tout moment, il sera challengé si la valeur produite, la valeur ajoutée qu'il avait annoncée est atteinte, et on pourra à tout moment décider, si cette valeur ajoutée n'est plus certaine, de stopper son projet. Et en ce sens, les méthodologies agiles ou agile-like sont de plus en plus utilisées pour piloter les projets. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de projets cycle en V, c'est très souvent une combinaison de cycle en V et de agile-like. Bien évidemment, on a les purs agiles qui existent et qui sont aussi de plus en plus présents. Mais néanmoins, ce qu'on veut illustrer par là, c'est qu'il va falloir gérer ce que l'on appelle des sprints, ou des très courts, pour produire le plus rapidement possible, via des quick wins, la valeur que l'on veut produire en relation avec l'effort que l'on va dépenser.
Et finalement, ce pilotage par le résultat, ça va vous obliger à délivrer votre projet dans les temps et surtout à respecter le business case. Autre élément important, c'est que quand on parle de pilotage un peu, ou de travail un peu plus mode agile, eh bien, on va devoir sortir des outils classiques que vous connaissez, où on pilote un planning, où on va mettre des risques et ainsi de suite, donc des choses qui parfois sont jugées très lourdes par les équipes, mais néanmoins nécessaires, au profit de solutions beaucoup plus conviviales, à base de Kanban, à base de post-it, qui vont nous permettre de collaborer tous ensemble, d'être tous ensemble orientés vers un même objectif et régulièrement de pouvoir indiquer un avancement de manière très très intuitive et fournir finalement et démontrer que l'on respecte nos engagements. C'est la partie qu'on vous propose d'illustrer dès à présent, comment un produit comme CAPPM vous permet aussi de piloter de manière très collaborative et très agile vos projets. Effectivement, Richard. Alors, au niveau de la solution, la solution va disposer d'un ensemble de fonctionnalités, d'un panel de fonctionnalités extrêmement riche, qui va permettre de façon très simple que chaque métier de l'entreprise puisse, de façon optimale, gérer son activité. Alors, on peut parler du gestionnaire de ressources, du gestionnaire de projet. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir cela tout de suite en image. Alors, je vais revenir, mais cette fois-ci avec une casquette, on va dire plutôt chef de projet. Donc, en tant que chef de projet, je vais avoir une vision des projets que je gère. Donc, c'est un format extrêmement simple, sous forme de carte de visite avec le titre du projet, la frise temporelle avec les différents jalons présents sur le projet, et puis un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'avoir un suivi, d'avoir une vision sur l'avancement du projet en termes de coûts, en termes d'efforts, et puis en termes de date notamment. Sur la partie inférieure, on va avoir un accès directement aux fonctionnalités du projet. Donc lorsque, par exemple, je rentre dans un projet, si je clique sur le projet, on va rentrer dans les informations qualifiant le projet. Alors là, on a choisi de façon assez arbitraire de rentrer immédiatement sur une représentation de type Kanban, où je vais pouvoir avoir une représentation simple des tâches et des jalons de mon projet. Et sur cet écran-là, j'ai une représentation, une vision globale de toutes mes informations nécessaires sur le suivi de mon projet. Donc on peut voir les différentes phases, je peux voir la date d'échéance de chacune de ces tâches. Et puis, on peut également, simplement en cliquant sur le détail de la tâche, voir les actions qui seront à effectuer au niveau de la tâche. Et un simple clic va me permettre finalement de faire avancer, de faire progresser et faire évoluer mon projet. Ce que on peut également prévoir, c'est de dire on a certaines tâches qu'on va pouvoir passer d'une in progress à verify. Donc par déplacer, glisser, je vais pouvoir faire avancer, faire évoluer les tâches de mon projet. Une fois que la tâche a été réalisée, un simple clic va me permettre de passer en complete. Un point très important, ça va être notamment la communication ou la collaboration, où je vais pouvoir à tout moment échanger avec les différents interlocuteurs et puis les différents acteurs du projet. Donc soit au niveau de l'onglet conversation ici, soit au niveau projet et puis à différents niveaux au niveau de la solution. Voilà, donc ça c'est pour la partie tâche. Un point important aussi, partie staffing, donc je vais pouvoir très facilement avoir une vision sur l'activité autour de mon projet. Je peux choisir de rajouter les colonnes qui m'intéressent de façon très dynamique, déplacer, glisser, voilà, donc ça va me permettre d'avoir vraiment une vision des affectations sur mon projet de façon très rapide. La partie financière, gestion financière, par défaut, je vais avoir une vision du plan financier en question. Je peux filtrer sur un des critères. Donc là, par exemple, on fait un filtre sur la partie CAPEX, OPEX. Je peux voir la partie planification, les coûts planifiés, ceux qui ont été déjà réalisés, et puis les coûts restants. Et je vais pouvoir choisir d'afficher ou cacher telle ou telle colonne. Donc de façon très simple, on va avoir une vision sur le plan de coût. Gestion des risques, même principe, vision des risques. Si je souhaite échanger avec les différents interlocuteurs autour des risques, je peux échanger facilement à ce niveau-là. Si je souhaite créer un nouveau risque, je peux créer mon risque, rentrer les différents niveaux de priorité et puis voir le résultat final calculé en fonction des critères que vous pourrez paramétrer. Et puis de la même manière, on va pouvoir choisir d'ajouter les champs qui nous intéressent
sur la grille, sur le même principe. Compte tenu du délai, je ne parle pas de ces aspects-là. Le détail du projet, donc ça, ce sont vraiment les attributs qualifiants et permettant de spécifier mon projet. La fonction status report, qui va permettre d'avoir une vision de mon projet, des dernières mises à jour, des accomplissements clés, et puis des indicateurs clés en termes de coûts et puis en termes d'efforts, les prochains jalons de mon projet sur les 2 prochaines semaines, et je peux très facilement générer un état de mon projet que je pourrais ensuite comparer avec les états précédents. Donc la génération du status report va me permettre de faire une image partagée par l'ensemble des acteurs du projet, que je vais pouvoir publier, et je vais pouvoir ensuite comparer mes différents états au niveau de mon status report. Gestion documentaire extrêmement simple. Voilà, donc là, on est vraiment sur une vision beaucoup plus opérationnelle. Gestion des ressources. Donc, je vais pouvoir visualiser très rapidement, comme ça. Voilà, je vais pouvoir visualiser très rapidement pour chacune des ressources les investissements sur lesquels cette ressource-là est sollicitée. Et on peut basculer d'une vision ressources vers investissement, vers une vision investissement et ressources allouées à l'investissement. Donc voilà, de façon très simple. Si on revient un petit peu sur la partie sur la roadmap, au niveau de la roadmap, donc là j'ai choisi une autre roadmap. Hein. Au niveau de la roadmap, vous pouvez voir au niveau des investissements, les investissements qui ont été identifiés comme étant agiles, les investissements qui ont été identifiés soit pas encore étant identifiés comme étant agiles, soit qui ne seront pas agiles. J'ai la possibilité très simplement de basculer depuis ma vision roadmap vers l'investissement en question. Donc ça va me permettre de voir le détail des informations et puis de basculer proprement dit dans la fonctionnalité agile et d'avoir une vision cette fois-ci plus en initiative, en features et en user story au niveau de mon projet. Donc toutes ces informations-là que je visualise, elles vont me permettre de suivre et de faire avancer mon projet en utilisant notamment la méthodologie SAFe. Donc là, on va dire, à un niveau assez opérationnel. Je peux avoir cette vision au niveau des itérations. Donc l'interface va me permettre finalement de suivre mes user stories, de voir s'il y a des dépendances entre différentes user stories, de voir les tâches qui sont dépendantes, qui sont prévues et identifiées dans ces user stories. Donc toutes ces fonctionnalités vont me permettre de mettre en musique, si vous voulez, les projets en méthodologie agile. Si on remonte un peu d'un cran, donc là on est à un niveau opérationnel, agile opérationnel. Si on montre un niveau plutôt release train, donc là je vais avoir une vision de mes différentes itérations, de mes différentes releases, et puis pour chacune des équipes, des features qui sont prévues, et puis je vais pouvoir visualiser mon portefeuille de features. Donc après, de façon assez simple, simplement en cliquant sur une feature, je peux visualiser les user stories, et puis voir aussi d'ailleurs s'il y a des dépendances entre ma fonctionnalité et d'autres fonctionnalités qui seraient sur la même itération ou sur une itération précédente. Si on remonte encore d'un cran, donc on était au niveau opérationnel, on est plutôt au niveau release train, et là donc on remonte au niveau portefeuille agile. Donc là je vais avoir une vision pour les différentes équipes de la capacité de réalisation sur les différentes fonctionnalités présentes au niveau de mon portefeuille. D'accord ? Et donc l'ensemble de ces informations finalement vont être présentes donc dans la fonctionnalité agile et vont remonter au niveau projet ou au niveau initiative, minimal online shopping, de façon consolidée. Cette vision-là, on va pouvoir la voir également donc au niveau de PPM, et je vais pouvoir donc avoir ma vision consolidée et puis l'ensemble des informations. Après, on va pouvoir proposer un certain nombre de dashboards qui vont me permettre de visualiser l'ensemble de l'état d'avancement de l'ensemble de mes projets agiles, et puis donc à la fois en termes de features, en termes d'avancement au niveau de mes features et de mes user stories. Et après, donc là, je suis effectivement sur Minimal Online Shopping, donc je suis sur mon projet, mais je peux choisir de prendre éventuellement, si je le souhaite, d'autres projets pour voir leur état d'avancement. Voilà, donc
Voilà un petit peu. Alors après, on peut étendre hein, de façon consolidée. Donc, les ressources finalement vont être mobilisées à la fois pour des projets agiles et des projets type waterfall. Donc là, je vais pouvoir avoir une vision sur l'ensemble de mes projets et une vision ressources et je vais pouvoir sélectionner les différents projets qui m'intéressent pour avoir une vision sur leur activité. Voilà, donc et puis très simplement, donc après je peux remonter sur la vision roadmap que nous connaissons et donc finalement on va gérer au niveau de notre roadmap à la fois des projets agiles et des projets de type waterfall ou des projets en devenir qui n'ont pas encore été identifiés comme étant des projets agiles ou waterfall. Et ensuite on va décliner à un niveau opérationnel en fonction de la méthodologie choisie les différentes fonctionnalités et puis on va les différentes actions à effectuer pour réaliser ces projets de façon optimale. Voilà. Merci Jean-Bernard, encore une fois pour cette démonstration. Nous vous proposons désormais d'aborder la session de questions-réponses. Donc nous avons reçu plusieurs questions durant cette session et nous vous en remercions. La première question, Jean-Bernard, elle va s'adresser à toi. Alors la première question tourne autour de la fonctionnalité de Roadmap. Donc est-il possible de marquer les Go Live dans cette fonctionnalité Roadmap? Y a-t-il des liens avec les idées ou projets existants dans la base? Quelle différence avec la Roadmap présente dans la fonctionnalité Portfolio? Donc, nous avons ici un connaisseur. Je te laisse donc répondre à cette question très précise. Alors oui, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, il est possible de marquer le Go Live, hein, ça peut être une étape. On a vu notamment dans la fonctionnalité Roadmap l'aspect Kanban qui permet de déterminer les différentes étapes. Et donc, on peut avoir une étape qui va être le Go Live au niveau de la Roadmap. Est-ce qu'il y a un lien avec les projets d'idées existants? On l'a vu dans la deuxième partie de la démonstration. On a vu notamment sur le projet minimal online shopping, qui est un projet qui est adressé en agile. Ce projet-là a été mappé au niveau de la roadmap, et donc je vais pouvoir ensuite zoomer sur les fonctionnalités et sur les indicateurs du projet. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au niveau de la fonction roadmap, on va pouvoir visualiser des indicateurs qualifiants au niveau du projet lui-même. Donc si on a apporté plus de détails au niveau du projet, on peut remonter ces indicateurs au niveau de la roadmap. Très bien. Alors, question suivante. Nos chefs de projet sont issus d'horizons et d'expériences différents. Comment les faire évoluer dans leur pratique et leur maturité? Alors là, je vais plutôt y répondre par moi-même. Effectivement, le gain de maturité des chefs de projet, c'est une question qui se pose très très régulièrement. Et vous devez en permanence les mettre en condition pour prendre en main l'outil. Et pour ça, vous avez bien évidemment l'aspect formation sur le savoir-faire, mais au-delà de ça, il y a surtout le savoir-être du chef de projet, qui sont des formations très dédiées, un peu plus décorrélées d'un outillage, mais qui permet de mettre les chefs de projet dans des situations concrètes, dans des situations cohérentes de projet, et de voir comment ils agiraient, et donc de leur donner toutes les clés du bon comportement à adopter. Alors, autre question, combien de temps faut-il pour pouvoir démarrer avec CAPPM? Alors, c'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre, puisque ça dépend grandement de tout ce que l'on veut faire comme fonctionnalité, de l'ampleur aussi de l'organisation, là où il faut déployer, ainsi de suite, mais on va vous donner une fourchette, c'est-à-dire que pour des implémentations, je dirais, assez rapides, pour des clients très matures et qui veulent faire des choses qui sont déjà très très cadrées sans chercher à tout faire et en restant le plus proche du standard, on va être sur des ordres de grandeur de 3 mois. Après, à l'extrême, certaines organisations qui veulent déployer énormément de choses, là on peut partir sur des projets qui sont entre 6 et 9 mois. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est l'ambition que vous voulez mettre dans la solution qui dimensionnera la durée du projet et surtout votre capacité à coller au plus près des fonctionnalités du fonctionnement standard de la solution. Alors une autre question, Jean-Bernard, je pense qu'il va s'adresser à toi, c'est à partir de quelle version toutes ces fonctionnalités seront-elles disponibles? Alors, ouais.
Alors, en fait, je pense que vous le savez, mais c'est la technologie au niveau de la cellule de développement a adopté le processus agile et donc la méthodologie agile. Et donc, à ce titre, nous avons des releases qui sont extrêmement régulières, donc tous les 6 mois, et nous avons des mises à jour en fait qui sont effectuées tous les 3 mois. Donc ce que vous avez vu est disponible. Donc c'est simplement un add-on en fait sur la version 15.4. Donc c'est la version 15.4.1. Merci Jean-Bernard. Une autre question, comment est-il possible dans CAPPM de comparer et sélectionner les projets et demandes? Alors on a vu un petit peu, on a vu un petit peu la partie, la fonction comparaison. Je pense que c'est un point, c'est un élément de réponse sur cette question. Après, il y avait également une question qui rejoint sur la partie demande. Il y avait également une question autour du portefeuille. Alors la fonction roadmap, elle a pour vocation d'être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à mettre en place que la mise en place d'un portefeuille proprement dit. Donc là, ce qu'on a choisi de démontrer, c'est vraiment la fonction roadmap. On a vu en 10 minutes comment on peut créer et puis comparer deux versions de la roadmap. Après, on a effectivement la fonctionnalité de gestion des demandes, gestion de demandes au sens demand management, la demande stratégique, hein, pas de la demande opérationnelle. Et donc, ces demandes-là stratégiques vont pouvoir suivre un processus jusqu'à la création finalement d'un projet au niveau du portefeuille. Merci Jean-Bernard. Et enfin, la dernière question qui nous est parvenue, donc qui décide de ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Alors aujourd'hui, au-delà de ces sélections de projets de demande hein, qui sont qualitatifs et quantitatifs, de plus en plus, les métiers qui sont à l'initiative des demandes, ils doivent être mis en condition de pouvoir s'auto-arbitrer. Et c'est ce que de plus en plus de DSI font, c'est qu'ils invitent largement leur métier demandeur à temporiser, à décider par eux-mêmes des temporisations, des priorisations ou de ce qu'ils doivent lancer. Ouais, je compléterai par un point, Richard, c'est qu'effectivement aujourd'hui les entreprises font face finalement à la fois à une méthodologie agile qui se développe de plus en plus et puis aux méthodologies traditionnelles. Et donc ce mode hybride, c'est vraiment une étape à proprement dit au niveau de l'entreprise. C'est pas une phase transitoire pour passer d'un tout traditionnel à un tout agile. Donc aujourd'hui, la technologie propose une solution complète qui va permettre d'adresser des projets en méthodologie hybride, donc à la fois traditionnelle et puis agile. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Donc comment est-ce qu'on doit commencer? On commence en fonction de son niveau de maturité avec une mise en place à la fois de ce qu'on veut mettre en place en termes de méthodologie agile et puis de ce qu'on a en termes de méthodologie traditionnelle. Et ça, c'est une étape, c'est une étape proprement dite, c'est pas une étape transitoire pour arriver vers l'agile. Voilà. Merci Jean-Bernard. Et une nouvelle question qui nous est arrivée. Donc, alors là, elle est clairement pour toi encore, Jean-Bernard. Existe-t-il une API interface entre CAPPM et des outils type Jira? Jira qui pourrait déjà être en place dans une organisation. Je suis obligé de répondre. Alors, tu peux répondre comme tu le souhaites, même si Jira est un concurrent. La réponse c'est oui, on a effectivement des interfaces. Les interfaces techniques, nous avons des interfaces techniques. De nombreux éditeurs ont des interfaces techniques pour communiquer entre différents produits. Après, je pense qu'il faut regarder de façon plus large ce qu'on veut réaliser, quelle est notre stratégie et comment est-ce qu'on veut mettre en place l'agile dans l'entreprise. Est-ce qu'on est sur une vision parcellaire ou est-ce qu'on est plutôt sur une vision consolidée à un niveau stratégique? Et je pense que c'était un petit peu le thème du webinaire d'aujourd'hui. Très bien Jean-Bernard. Nous avons fait donc le tour des questions, donc nous allons pouvoir clôturer cette session. Nous vous remercions énormément pour la qualité des questions que vous nous avez posées en live. Nous avons aussi reçu un bon feedback. Certaines personnes ont testé cette fonctionnalité qui nous satisfait, qui nous encourage à poursuivre ce genre d'événement. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de journée. Nous vous disons à bientôt. Vous avez ici nos coordonnées pour Jean-Bernard et moi-même. Et si vous souhaitez poursuivre un échange ultérieur, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à toi Jean-Bernard. Merci à toi Richard. À bientôt à tous et au revoir. Merci, au revoir.